Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs. Pour ce dimanche, nous recevons le président du Front social des indépendants républicains, FSIR. Il est de l'ensemble, le mouvement ou plateforme qui soutient Moïse Katumbi pour la présidence de la République, Ensemble pour le changement. Et dans le cadre des élections, comme vous le savez, ces derniers temps, les alliances se font pour conquérir le pouvoir. Il est vice-président de l'Alliance du mouvement du Congo. Je ne sais pas si je prononce bien. Avec Chérubin Okende, vous l'avez sans nul doute deviné, nous allons analyser à froid, moi j'aime bien le dire, l'actualité de la semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, monsieur Chérubin. C'est un plaisir partagé, madame. Du Congo, vous m'avez bien précisé avec K. Pourquoi K, vice-président de l'Alliance des mouvements du Congo? Pourquoi avec K? Nous avons voulu remonter un peu à la genèse culturelle de la République démocratique du Congo. Vous savez que l'impulsion a été donnée par le Royaume du Congo avec K. Et cela s'est généralisé dans toute la République pour faire une sorte de cohésion nationale. Alors nous avons voulu donc saluer cette évolution positive de notre nation et cristalliser nos efforts pour conquérir le pouvoir dans le cadre démocratique, dans ce paradigme-là du Congo. C'est pas un peu sectaire aussi, parce que quand on dit Congo, on voit un peu le royaume Congo. C'est pas un peu sectaire? Non, pas sectaire, parce que là-dedans, vous trouvez la configuration nationale. Mais est-il aussi que nous avons le devoir de mieux galvaniser l'histoire de notre pays. Il ne faudra pas oublier l'influence du royaume Congo pour la cristallisation de la nation congolaise. Nous voudrions également donner cette éducation à nos enfants. Nous sommes une nation, mais nous avons une culture millénaire. Et prenez l'histoire du royaume Congo, déjà du temps de la colonisation. C'était un royaume très avancé. Même avant la colonisation. Même avant la colonisation. Diego Cao est venu trouver un royaume bien organisé, le royaume Congo. Et je crois que nous devons, comme vous l'avez dit, faire changer la mentalité des gens, que les jeunes savent que nous avons eu des royaumes et des empires très très organisés. Et malheureusement, le blanc nous a mis dans la tête que nous avons été des sauvages. En tout cas, nous devons changer cette vision de choses. Et moi, j'aime bien le dire aux historiens, Diego Cao n'a pas du tout découvert l'embouchure du fleuve Congo. L'embouchure existait déjà. Peut-être pour les Occidentaux, il l'a découvert, mais pour nous, cette embouchure existait depuis des millénaires. Nous prenons donc le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons un peu parler commencer un peu par le social, laissons un peu la politique de côté. Nous allons prendre ce problème de nationalité, comme vous le savez ces derniers temps. D'ailleurs, ce sera la toute première question pour Chérubin Okende, cette question de nationalité qui fait le buzz dans la toile aujourd'hui, des listes des noms qui sortent de gauche à droite, qui est français, qui est belge, qui est japonais, qui est ceci et cela. Nous allons essayer de débattre un peu de cette problématique qui défraie la chronique. Et évidemment, le pain. Comment ne pas parler du pain à Kinshasa et dans la République démocratique du Congo, parce que le pain, à part la chikwanga et notre boule nationale, le pain fait partie de notre alimentation quotidienne. Ça a augmenté des prix, c'est passé de 200 à 300, de 300 à 400. Ces 100 francs-là, cela semble anodin pour certains, mais c'est déjà beaucoup pour la majorité de la population congolaise. Nous allons donc prendre ce tout premier dossier, mesdames et messieurs. Le président de la CAJ dénonce la procédure judiciaire initiée par le parquet général de la République contre Moïse Katumbi. Maître Georges Kapiamba souligne le caractère contraignant de la résolution 2409, non seulement aux parties prenantes à la crise congolaise, mais aussi à tous les pays membres de l'ONU. Il condamne ce qu'il qualifie d'acharnement contre l'opposant. La CAJ constate alors que le PGR est plus préoccupé par des affaires à caractère politique. Voilà pourquoi la CAJ condamne avec la dernière énergie ce qu'elle considère comme un harcèlement judiciaire à l'encontre de Moïse Katumbi et demande au procureur général de la République d'y mettre fin. La CAJ rappelle que la justice doit être au service du droit, et alors du droit et de la démocratie, et non pas de la politique, moins encore d'un individu ou d'un groupe d'individus.
La CAJ demande vivement à la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, ainsi qu'au directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, conformément à la résolution que le Conseil de sécurité a adoptée, de lui transmettre les noms de tous les acteurs nationaux, dont ceux de la justice, qui s'érigent par leurs actions en obstacle à la mise en œuvre des mesures de décrispation politique. Notons que la résolution 2409 demande à toutes les parties prenantes de mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre en toute bonne foi et dans son intégralité et d'appliquer pleinement les mesures de décrispation politique. Dans un espace de 48 heures, le prix du pain passe de 200 à 300 francs congolais et celui du pain en forme carrée varie de 300 à 400 francs congolais. Monsieur Jean Lumbala, gérant d'une pâtisserie à la Cité, s'est dit surpris par cette variation spontanée des produits qui concourent à la fois à la fabrication des gâteaux. Et une semaine après, j'apprends qu'on a majoré encore à 59. Donc dans 2 semaines, on a majoré à 50% le prix de la farine. C'est ce qui m'a perturbé. Je ne sais pas quoi faire. Réduire la quantité de pain ou bien augmenter le prix jusqu'alors. Comme dans la pâtisserie, nous n'avons pas une corporation, comme en ont les boulangers, de commun accord, ils fixent un prix pour un tel gramme, un tel poids de pain, il faut mandater le prix. Mais nous, c'est chacun son chemin. Alors je me demande, je ne sais pas comment, il faut continuer à produire, il faut arrêter. Ce qu'on peut demander au gouvernement est de voir, de revoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé la flambée. Si je vois d'autres produits sont restés stables, à part la farine. Je ne sais pas si la réalité du fromage, du bleu ou quoi que ce soit. Que l'État, le gouvernement intervienne personnellement pour pouvoir réduire ou bien donner aux vendeurs, aux fabricants de la farine, c'est le produit qui manque pour qu'on revienne à un prix normal. Signalons que les causes de la hausse du prix, selon certains revendeurs qui ont cherché à s'enquérir auprès de responsables des boulangeries, sont attribuées à la multiplicité des taxes pour ces entreprises de panification. Cheribien Okende, aujourd'hui, cette question de nationalité soulève des passions. J'ai avec moi un étranger ou un Congolais? Un Congolais. Sûr? Oui, très sûr. Très sûr, et il n'y a pas de complexe qu'à se proclamer tout Congolais. Et cette question de nationalité, il faut aussi situer la responsabilité au niveau du chef de l'État, qui est le garant du respect de la Constitution. Et pour nous, nous constatons simplement qu'il y a une grave crise de leadership au sommet de l'État. Le président de la République, Joseph Kabila en l'occurrence, qui devrait protéger la Constitution, n'a-t-il pas favorisé la jouissance insidieuse de double nationalité? Je veux vous rappeler, madame. Est-ce que la faute, c'est vrai que ces derniers temps, nous sommes presque dans la campagne électorale, admettons-le, vous chargez un peu trop Joseph Kabila, c'est vrai que c'est lui l'autorité morale, mais les Congolais ont quand même aussi une conscience. Aujourd'hui, Cheribien Okende, c'est français, c'est pas dit que c'est vrai, c'est français, mais il vient en République démocratique du Congo, il postule comme député, comme ministre, comme PDG ou quoi, mais lui-même est-ce que cette faute-là incombe au chef de l'État, Joseph Kabila, ou à la personne? Vous dédouanez les gens qui ont triché. Moi, je le dis hautement, Moïse Katumbi se savait italien, si italien il est. Les listes qui sortent aujourd'hui au Sénat, ils se savaient étrangers, mais ils sont là comme sénateurs. Tout ça, c'est la faute à Joseph Kabila. Allons, mollo, madame. C'est encore trop facile. Allons, mollo, mollo. Je vous en prie. Graduellement, pour que la population, nos compatriotes puissent comprendre la problématique de la responsabilité lorsqu'on incarne les institutions de l'État. Quand nous parlons de Joseph Kabila, ce n'est pas la personne de Joseph Kabila. C'est comme institution. Nous voyons institution, président de la République, qui fait la clé de voûte de toutes nos institutions et le garant du fonctionnement régulier des institutions, du respect de la Constitution. Pourquoi nous le disons? Vous trouverez que Joseph Kabila
aura lui-même favorisé la nomination de personnes à double nationalité. Je prends l'exemple de Béa Sikou, qu'on a envoyé comme ambassadeur au Royaume de Belgique. La Belgique l'avait refoulé et c'est le même président Joseph Kabila qui a envoyé Béa Sikou jusqu'à ce jour comme ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola, un sujet belge. Je prends l'exemple de Sami Badibanga, qui a été nommé Premier ministre. Et qui est toujours belge. Hein. L'info est tombée, il n'a pas renoncé du tout à sa nationalité. C'est encore de la triche. On nous a dit qu'il avait renoncé à sa nationalité belge. Il est toujours belge, mesdames. Alors, vous évoluez avec moi, madame. Je vais prendre le cas de Moïse Katumbi, parce qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'échappatoire du tout. Je prends l'hypothèse. Italien. L'hypothèse selon laquelle... Les dernières infos. Je prends l'hypothèse selon laquelle, en 2000, il aurait pris la nationalité italienne. Je nuance mon expression. Mais en 2006, madame, Moïse Katumbi, sur la liste du PPRD, a été candidat à la députation nationale. Or, pour la constitution du dossier de candidature, il faut présenter le certificat de nationalité. C'est l'unique preuve de par la législation congolaise en matière de nationalité qui puisse alléguer ou faire attester que Madame Kimuntu est congolaise à partir de son certificat. Moïse Katumbi l'a présenté. Moïse Katumbi, pardon, a présenté cette. En 2006 déjà. En 2006, il a présenté son certificat de nationalité dans son dossier de candidature en tant que candidat député national. Cela veut dire que si, par ailleurs, en vertu de l'article 10 de notre Constitution, la nationalité congolaise étant une et exclusive, on ne peut pas la détenir concurremment avec une autre nationalité. Le fait d'avoir acquis la nationalité italienne en 2000, oui, ça lui aurait fait perdre la nationalité congolaise. Mais il l'a recouvré de fait. Lorsque la même autorité lui a délivré un certificat de nationalité. Il n'est pas apatride, comme on dit, il est aujourd'hui ni italien ni congolais. Je vais arriver, et c'est cela la conséquence dramatique que le Congo ne peut pas se permettre. Laissez-moi évoluer. En 2011, il était encore candidat. Mais puisqu'il était du PPRD, mais qui pouvait faire haro? Dans l'entretemps, je signale à l'opinion nationale qu'en 2006, il y a eu un moratoire. Parce qu'au fait, nous sommes truffés de beaucoup de Congolais au niveau de nos institutions à double nationalité. Et cela n'est pas à l'insu du premier d'entre nous. Moi, c'est lui qui est censé être premier d'entre nous et réguler toutes ces questions-là. Nous continuons donc en 2011. On lui délivre encore parce qu'il était au service du PPRD. Et nous connaissons comment il a glané de sièges en faveur du PPRD. À ce moment-là, bon, on ne cherchait pas des poux sur la calvitie de Moïse Katumbi. Nous sommes en 2017, toujours dans les mêmes hypothèses. Moïse Katumbi, disons que non, ces gens sont en train de chercher de poux sur ma calvitie parce que je me suis proclamé candidat. Il dit, bon, même si j'ai recouvré de fait ma nationalité congolaise, je dois notifier à l'État italien que je renonce à cette... On recouvre de fait, c'est ça la question d'ailleurs que les internautes m'ont dit de vous poser. Est-ce qu'on recouvre de fait sa nationalité quand on renonce à l'autre? Ou on doit encore introduire une demande, je ne sais pas, au ministère de la Justice ou quoi pour recouvrer la nationalité congolaise? Je vous ai parlé ici de l'unique preuve de la nationalité, de la reconnaissance de la nationalité de par notre loi, qu'est le certificat de nationalité. Dans l'entretemps, avant de lui délivrer ce certificat de nationalité, il y a eu une procédure. En 2006, il y a une procédure. Il y a une procédure qui a été remplie. Alors, s'il y a eu des insuffisances dans le chef de l'autorité habilitée, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, madame. Chérie Biankene, moi j'aimerais savoir d'une façon générale, est-ce qu'on recouvre de fait sa nationalité quand on renonce à l'autre? Est-ce qu'il y a des démarches à faire pour recouvrir? Il y a bien entendu des démarches à faire. De nouveau la nationalité dans le cas d'espèce, il y a des démarches à faire. Et c'est l'aboutissement de ces démarches qui va être la délivrance du certificat de nationalité. Vous ne pouvez pas imaginer que ex nihilo, en 2006, on a délivré un certificat de nationalité à M. Katumbi sans qu'il y ait une démarche préalable. Mais quand on a l'apatride, est-ce qu'il est apatride? Est-ce qu'on peut Laissez-moi évoluer, c'est ça le risque qui énerve même le droit international. Aujourd'hui que Moïse Katumbi a même pris la précaution intelligente de dire on me cherche de problèmes, de prétextes, ça devient un acharnement sur ma personne. Judiciaire, comme l'a dit. Alors je formalise même au niveau de l'Italie pour que nul n'en ignore. En janvier 2017, il aura notifié au gouvernement italien qui aura reconnu
son désistement par rapport à la nationalité italienne. Aujourd'hui, s'il y a des instructions judiciaires contre Moïse Katumbi, c'est en tant que Congolais, c'est pas en tant qu'Italien. C'est encore de faits qui matérialisent sa nationalité congolaise. Donc il est poursuivi comme Congolais, non comme Italien. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelle est la problématique? Si on lui refuse la reconnaissance de la nationalité congolaise, et c'est là que ça devient très dangereux, Moïse Katumbi sera apatride. Or, l'apatridie est interdite. De par notre constitution, dans le bloc de constitutionnalité de notre loi fondamentale, il y a notamment notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. À son article 15, précisément, madame, et les téléspectateurs, ils doivent interroger cette disposition, nul ne peut manquer de nationalité. Et nul n'a le droit d'empêcher à quelqu'un d'autre de manière arbitraire d'avoir une nationalité, sinon on crée l'apatridie. Donc c'est extrêmement grave. Et c'est là que ça donne, au niveau de l'opinion, sillonner les rues de Kinshasa par rapport à cette problématique, ben, les gens sont un peu contrariés de voir que dans le chef du président Joseph Kabila, il y a un acharnement indescriptible sur Moïse Katumbi. Pourquoi on a tant peur de Moïse Katumbi? Nous ne cherchons que la démocratie, qu'on aille vers le peuple et que chacun puisse présenter son projet de société. Moïse Katumbi a un bilan, Moïse Katumbi a un projet de société et qui a dépassé le niveau de son individu, de sa personne. C'est une vision partagée au niveau de ensemble pour le changement. Un mot par rapport à l'augmentation du prix du pain, c'est quand même le social du Congolais. Nous avons suivi les réactions du ministre par rapport à cette augmentation. Il a rappelé auprès de lui, en tout cas, tous ces boulangers entre guillemets qui nous produisent ces pains-là. Mais vous croyez que le ministre de l'économie, du commerce ont failli à leur Mais totalement, c'est un gouvernement qui n'a pas de perspective en ce qui concerne le social. Je dois rappeler ici que le premier d'entre eux, le Premier ministre, aura promis aux fonctionnaires, aux enseignants, aux policiers de pouvoir les payer au taux budgétaire. Ils n'ont pas exigé, mais il a promis. Est-ce qu'il a tenu parole? C'est une insulte sur les enseignants, sur les policiers, sur les fonctionnaires de l'État. Quelle rémunération on leur donne? À plus forte raison, quel est le pouvoir d'achat qu'a la population congolaise aujourd'hui? Nous avons un pays scandaleusement riche avec des populations scandaleusement pauvres. Ça doit nous interpeller. Et lorsqu'il y a de médiocres qui se pavanent au niveau des institutions, ils doivent avoir les négoces. Vous en faisiez partie à un moment, hein, chérie. Bien entendu, madame. Vous en faisiez partie à un moment. Vous savez, je suis un républicain et parmi des principes fondamentaux du républicanisme, nous devons avoir le sens de la responsabilité et de la redevabilité. Interrogez Chérubin Okende dans les responsabilités qu'il a eu à assumer. S'il a failli, il va assumer, il va reprendre ses responsabilités. Mais s'il y a la rengaine du social de toutes les années et qu'on ne fait rien pour sustenter ce social, ça devient grave. Et voilà que pour le pain. Mais les boulangers se plaignent de la multiplicité de taxes. Ben bon, ces taxes-là servent à quoi? À enrichir des individus. On a vu des gens locataires hier, aussitôt accéder à des postes de responsabilité d'État, on érige des immeubles comme des champignons. Alors, ça doit révolter le Congolais. Dans le cas d'espèce, on doit éviter un protectionnisme incongru qui tracasse les producteurs, ceux qui ont la capacité de pouvoir investir pour le bonheur de ce peuple congolais. Nous restons dans le social. Vous le savez, la réaction ferme du gouvernement congolais. Pas question d'aller à Genève, en Suisse, pour cet appel de fonds par rapport à l'humanitaire. Vous le savez, la situation des Congolais, même à Kinshasa et surtout à l'intérieur du pays, est catastrophique. Mais le gouvernement a dit non, les ONG sont en train de mal vendre l'image de la République démocratique du Congo. On peut se passer de cette aide, à marteler le gouvernement congolais. Et Congo Web Télévision, comme à l'accoutumée, a tendu le micro à cette population quinoise pour qu'elle puisse réagir par rapport à cet refus du gouvernement congolais d'aller à Genève, en Suisse. La République démocratique du Congo, par ma voix, a fait entendre, en récusant le positionnement que nous avons qualifié d'excessif au L3, tout en reconnaissant que le pays fait face à des situations d'urgence. Cela n'appelle nullement à une considération aussi accrue, telle que soutenue par les organismes et ONG
qui véhiculent une mauvaise image de la République démocratique du Congo à travers le monde. Ainsi, pour harmoniser nos points de vue sur cette matière, a-t-il été décidé de convoquer avant la rencontre de Genève une réunion pour avoir un même entendement dans la conduite des affaires humanitaires en République démocratique du Congo. Cette rencontre ne s'étant pas tenue et ayant suivi plusieurs déclarations que nous qualifions de mensongères, faites par certaines organisations humanitaires, tendant à intoxiquer l'opinion tant nationale qu'internationale, pendant que leurs représentants ont reconnu lors de la séance de travail du 12 avril 2018 que la situation humanitaire au pays s'est améliorée. La République démocratique du Congo décline sa participation à la conférence de Genève. Le gouvernement de la République démocratique du Congo conditionne sa décision de participer à la rencontre de Genève à l'harmonisation de vues entre le gouvernement et les partenaires humanitaires, notamment sur les indicateurs de la situation humanitaire actuelle en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo décline sa participation à la conférence de Genève. Cette prise de position du gouvernement de la République de ne pas prendre part à la conférence des donateurs à Genève sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo n'est pas aperçue d'un bon œil par une certaine opinion de la capitale. C'était un manque à gagner parce que nous devrions bien participer, parce que le refus de la participation signifie qu'on ne doit pas nous aider aussi. Ça signifie que nous nous suffisons de ce que nous produisons. Nous nous suffisons de ce que nous gagnons. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous produisons? Vous voyez, c'est là que moi je suis un peu contre. Ça s'appelle de l'orgueil politique. Parce que déjà, quand il s'agit d'organiser des élections, vous vous dites que nous n'avons pas les moyens, tout ça. Mais quand on vous appelle pour prendre part à des assises allant dans le sens de développer les secteurs des droits de l'homme, vous dites non, nous déclinons la responsabilité, nous foulons au pied cette invitation, nous n'irons pas. Et d'ailleurs, c'est lui qui joue l'intérim du Premier ministre. Quand il a dit ça, ça m'a choqué sur les ondes de la radio Okapi. Bien que la RDC traverse une période où la situation socio-économique est très difficile, ces Kinois soutiennent la décision prise par l'État congolais au nom de la souveraineté nationale. En tout cas, la RDC, dans l'ensemble, est en train de vivre une situation humanitaire et économique difficile. Ça, ce n'est un secret pour personne. Mais comparer la RDC à la Syrie, moi, je trouve ça un peu mesquin. Je sais qu'ils veulent tirer profit du nom de la RDC tout simplement. Dénigrer quelqu'un avant peut-être de l'aider. Moi, je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. La communauté internationale doit cesser avec ce genre de comportement. Je pense que la décision prise par le gouvernement congolais, c'est une décision responsable. Et pas seulement une décision responsable, une décision de valeur d'une personne qui veut récupérer peut-être que sa personnalité. La personnalité, ça ne se négocie pas. C'est un État de droit, c'est un État responsable. Notons que cette conférence des donateurs qui se tiendra au mois d'avril prochain à Genève en Suisse sera essentiellement axée sur la situation humanitaire dans bon nombre de pays d'Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Chéribé Okende, orgueil mal placé ou simplement de la responsabilité par rapport à ce refus? De l'irresponsabilité qui procède d'une ambivalence absurde. Pendant que vous êtes incapable de mobiliser les ressources pour faire face aux problèmes de vos populations, vous excipez, vous avez un comportement d'orgueil, d'arrogance. Alors, vous devenez vous-même le bourreau de vos populations. Si vous aviez la capacité de pouvoir résoudre tous les problèmes des Congolais, pourquoi il y aurait une campagne humanitaire pour sauver la vie des millions de Congolais qui sont dans la détresse aujourd'hui? Donc nous avons environ 98% des Congolais qui vivent dans une pauvreté absolue. Alors, ce qui m'interloque, c'est de voir que certains de nos compatriotes
lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils avaient le verbe très haut et l'injure facile sur Joseph Kabila et j'en passe. Mais il a suffi qu'on leur tende la perche du pouvoir. Aujourd'hui, ils sont dans un angélisme que je ne sais pas expliquer. Et que cela vienne de la bouche de quelqu'un comme José Makila, on peut tomber de nu. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux, un gouvernement sans responsabilité, sans perspective, et c'est d'ailleurs là, madame, qu'ils ont une peur bleue d'ensemble pour le changement, parce qu'il y a une vision. Chérie Bokende, réfléchissons aussi, dépassionnons un peu. Est-ce que ces ONG-là, comme le disent notre gouvernement, est-ce que ces ONG, pardon, n'en fait pas un peu trop? Est-ce que ces ONG ne gonflent-ils pas aussi les chiffres par rapport à la RDC? Est-ce que ces ONG ne montrent que le mauvais côté de la RDC pour, par exemple, chercher ces fonds-là? Parce qu'on le sait, ces fonds-là ne sont pas reversés totalement aussi. Madame, en République démocratique ça ne devrait pas gêner le gouvernement congolais. Ça ne devrait pas gêner le peuple congolais. D'autant plus que nous avons jubilé lorsque nous avons été admis au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Comment ça peut nous offusquer en tant que membre de ce Conseil lorsqu'on nous fait des observations pour le respect des droits de l'homme? Qui ne connaît pas, qui est censé au Congo, ne connaît pas que notre pays est devenu la fournaise de violation des droits de l'homme? Il vous suffit, avec votre chapelet et votre rameau, de faire une marche pacifique. On vient avec des bombes lacrymogènes et même des balles réelles pour tuer des Congolais. C'est ça le respect des droits de l'homme? On doit être conséquent. Où est-ce que nous allons? Et c'est pour cela que moi, très humblement, Chérubin Okende continue toujours à exhorter le président Joseph Kabila. Hier, Momemi Maki. Aujourd'hui, pourquoi il doit s'affubler d'une image un homme dur, c'est ça. Vous comprenez? Il y a des turiféraires tout autour qui veulent détruire le peu de dignité que devrait avoir Joseph Kabila en lui donnant, en mettant sur son dos, sous sa gouvernance, sous sa férule, toutes ces violations exécrables de droits de l'homme. Alors, la question humanitaire, c'est une manière d'aider. C'est pas de l'ingérence aussi, même si c'est de l'ingérence humanitaire, mais c'est de l'ingérence tout de même. Mais finalement, comme madame, le dit notre gouvernement. Même la problématique de l'ingérence, nous devons aussi l'aborder avec meilleur discernement. Lorsqu'on vous fait des observations pour que vous respectiez les principes d'un état de droit et d'une véritable démocratie chez vous, pendant que votre constitution commet toute la nation congolaise à un état de droit et à la démocratie, vous allez appeler ça ingérence. Lorsque la communauté internationale nous a aidés à résoudre notre problème qui menaçait même le pays de balkanisation, nous étions dans une rébellion qui a balkanisé de fait le pays. La communauté internationale a aidé notre pays. Nous sommes allés même à Sun City pour discuter de problèmes congolais, pour avoir accord global et inclusif pour une transition. Cette communauté internationale a pris Joseph Kabila à bras le corps. Pour consolider son leadership, consolider son pouvoir. Nous avions même un comité international d'accompagnement de la transition. On n'a pas crié à l'ingérence. Mais parce que, pour le moment, avec des dérives dictatoriales, des dérives de leadership qui veulent nous jeter dans une autre dictature plus atroce que celle de la Deuxième République, on nous rappelle à l'ordre pour dire que l'enjeu congolais passe par le respect de notre constitution et le respect de notre peuple. Parce que nous sommes une république, le pouvoir doit appartenir au peuple. On doit respecter le cycle électoral pour donner à ce peuple son pouvoir. Avec ce nom définitif, Chérubin. Alors là, on ergote sur la souveraineté, l'intransigeance. Avec ce nom définitif, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça dépend, c'est au peuple congolais de discerner. S'il y a des initiatives pour atténuer un tant soit peu la pauvreté de ce peuple, et qu'il y ait des autorités qui vivent mieux, qui ne cherchent pas de soins pour leurs enfants, qui ne souffrent pas pour payer le minerval de leurs enfants. Encore, Dieu seul sait, les enfants de qui étudient au Congo dans nos écoles publiques, que dans les mêmes écoles publiques où la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement, le même gouvernement n'a jamais promu, n'a jamais favorisé cette gratuité de l'enseignement. Alors, qui est le bourreau du peuple congolais? C'est celui qui ne veut pas qu'on puisse atténuer un tant soit peu la misère de ce peuple.
Nous revenons dans la politique, mesdames et messieurs, la création des plateformes. En tout cas, c'est ça qui bat son plein ces derniers temps. D'ailleurs, Chérubin Okende en a créé bien, hein, ou peut-être lui et ses amis, entre guillemets. Il est vice-président de l'Alliance du Mouvement du Congo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il n'y a que ça, avec ce seuil de représentativité. Tout le monde aujourd'hui se regroupe pour en arriver là. Et évidemment, les élections, la machine à voter, on en parle encore parce que les élections, c'est dans quelques mois, en décembre 2018, si tout va bien, et nous allons tous aller voter avec cette machine. Mais cette machine, comme vous le savez, mesdames et messieurs, soulève encore beaucoup de questions, beaucoup de passions. Nous allons en découvrir dans ce troisième condensé, mesdames et messieurs. Formation des journalistes. Secrétaires exécutifs provinciaux chargés des scrutins, de sensibilisation, informaticiens, tous de la Commission électorale nationale indépendante à l'école de l'usage de la machine à voter. C'est le sens de cet atelier de 2 jours ouvert par le vice-président de la CENI. Cette formation sera également axée sur la moralisation de leurs actions en vue de la réussite du processus électoral. Nous leur avons demandé d'organiser des cadres de concertation avec les confessions religieuses, avec la société civile, avec la classe politique de la majorité comme celle de l'opposition et les centristes. Tout le monde qui veut toucher à cette machine pendant les 8 mois ici, donc, et les 24 communes de Kinshasa. Donc à partir de lundi, les débats sur la machine à voter sera derrière nous. À en croire Norbert Bachengezi, l'objectif ici est de conquérir le terrain et permettre notamment aux potentiels électeurs à s'habituer à l'utilisation de la machine à voter. Ces gens partent dès la semaine prochaine dans leur province, réunir tous les chefs d'antenne avec les 200 machines et la formation en cascade commence donc d'ici à Kinshasa, les 26 provinces, les 171 antennes. Et dans 2 semaines, nous leur envoyons encore 1000 machines à voter. Ça va atteindre tous les coins et recoins de la République. Pour le numéro 2 de la CENI, l'heure n'est plus à la distraction. Les élections auront bel et bien lieu à la date annoncée, d'autant plus que son institution et d'autres s'attellent à respecter le calendrier électoral. Aux politiques, la CENI les invite à la défier en présentant leurs candidats. Le constat est positif quant au processus électoral. De plateformes électorales sont créées avec pour ambition légitime de gagner les élections. Le parti centriste du centre se veut un groupement qui vient corriger ce qu'il considère être les erreurs tant de la majorité que de l'opposition. C'est ce que soutient son président Félicien Kindula. Les plateformes doivent se créer aussi parce que quand on veut aller aux élections, on doit s'organiser. On ne va pas s'organiser en désordre. Il faut que les gens soient dans des regroupements. Et dans ces regroupements, ils pourront avoir une ligne de conduite à suivre. Mais ce qui est plus important, c'est que ces regroupements finissent par, surtout du côté de l'opposition, avoir une candidature unique parce que les élections, les scrutins en un tour, il ne faut pas s'hasarder, comme ils ont l'habitude de le faire, d'aller en ordre dispersé. Et puis demain, ils vont commencer à crier à la tricherie. Parce que de l'autre côté du pouvoir, les gens s'organisent pour gagner les élections par tous les moyens, même malhonnêtes. Il a par ailleurs fait appel aux valeurs morales et éthiques que doivent caractériser les hommes politiques afin de travailler pour l'intérêt de la République. Travailler pour la République, de travailler pour le peuple congolais, parce que ce n'est pas les 80 millions ou les 100 millions de Congolais, je ne sais pas quel nombre nous sommes, qui doivent tous aller au pouvoir. L'image qu'on a démontrée jusque-là, que même ceux qui criaient à l'opposition au nom du peuple, mais en réalité, ils changeaient vite quand ils allaient du côté du mangeoire. Quant à la gouvernance du pays tant décriée, Félicien Kindula dit être du côté de Congolais qui soutiennent l'alternance politique.
Chéribin Okende, la création de ces plateformes par rapport aux élections, nous y sommes vraiment en plein dedans. Vous êtes vice-président de l'Alliance du Mouvement du Congo et d'ailleurs dernièrement, il y a quelques heures, la requête en inconstitutionnalité a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Donc, votre plateforme, vous êtes sûr d'atteindre ce seuil de représentativité lors des élections? Vous me permettrez, madame, de faire un peu coucou à mes amis avec qui nous avons eu à créer l'Alliance des mouvements du Congo. Je pense ici à André Claudel Lubaya, à Sambo Colombe, à Dan Bombole, Jean-Claude Vwemba, Christian Momad, j'en passe. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Nous avons réfléchi avec des contraintes liées à la loi électorale. Il sera difficile d'évoluer en singleton et prétendre en réalité atteindre le seuil de représentativité. Notre stratégie est donc de ratisser large. Ratisser large et nous aurons notre propre cartographie électorale, là où il y a André Claudel Lubaya qui se présente, qui a un poids politique avéré. Nous tous, nous allons conjuguer nos forces pour appuyer André Claudel Lubaya. Là où Chéribin Okende se présente, tous les amis, nous allons appuyer Chéribin Okende. Et donc, c'est cela notre stratégie qui, aujourd'hui, n'est pas un secret de Dieu. Donc, c'est une manière de vous dire que c'est une vision que nous avons partagée pour unir nos forces et surmonter le défi de la conquête démocratique du pouvoir. Franchement, moi je réfléchis peut-être pas à l'absurde, peut-être on s'est dit 599 partis en République démocratique du Congo, pourquoi ne pas transformer, moi je me dis, ces plateformes simplement en partis politiques comme en Occident, comment je peux dire pas Occident, comme aux États-Unis il y a 2 grands groupes, bien sûr qu'il y a d'autres petits partis, mais il n'y a que les démocrates et les républicains, c'est connu. En France, il y en a 3, 4 ou 5 qui émergent vraiment, parti socialiste, parti de l'extrême droite, l'extrême gauche, et aujourd'hui c'est Macron, et 5 ou 6 grands partis. Pourquoi ne pas transformer ces plateformes tout simplement en partis politiques? Madame, soyons clairs. Votre vœu est pertinent et votre lecture de la problématique politique est aussi pertinente. Mais il ne faudra pas forcer les choses. Nous avons réclamé un pluralisme intégral. Lorsque le maréchal Mobutu proposait 2-3 partis politiques... Vous le dites vous-même. Excusez-moi, madame. La politique est dynamique. Vous vous rendez compte que ça ne paye pas. C'est pour cela que je fais chapeau bas à votre réflexion. Mais nous y arriverons, mollo mollo. Et il ne faudra pas forcer la note comme si on obligeait les gens, malgré leur liberté d'entreprendre, d'être ensemble. Liberté d'entreprendre ou simplement être tous présidents? Vous voulez tous être président d'un parti? Chéribin va être, pardon, permettez-moi, je vous appelle par votre prénom. Chéribin va être président de son parti. André Claudel Lubaya de son parti. Sambo Colombe de son parti. Pourquoi ne pas fusionner toutes ces intelligences, ces forces en un seul parti et on y va? Vous comprendrez que tout le monde va être président. Nous sommes dans ce cheminement-là. Si aujourd'hui Chéribin Okende est président du Front social des indépendants républicains, il ne s'accroche pas à la présidence de manière inconsidérée. Dans l'alliance de mouvement du Congo, il est vice-président. C'est André Claudel Lubaya qui assure la coordination de notre équipe et ça ne nous vexe pas du tout. Vous en êtes sûr? Parce que là, moi je le dis souvent, l'émission est interactive, les gens me disent de vous poser des questions. Est-ce que vos égos ne sont pas touchés dans cette histoire? Est-ce que c'est Chéribin Okende qui s'accroche à Claudel parce que Claudel, vous l'avez dit, il pèse? Alors je m'accroche à celui qui pèse. Donc non, mais les gens se disent ça. Alors quand il y aura répartition des postes ou des sièges et tout ça, est-ce que Chéribin ne se sentira-t-il pas vexé quand on dit c'est pas toi, c'est Claudel qui est fort, alors prenons Claudel et laissons Chéribin? Vous savez, chez nous, c'est là où on va en arriver là à un moment. En mettant sur pied notre plateforme électorale, nous avons commencé par définir 2 principes. Et ces principes-là ne nous commettent pas des complexes inutiles. Vous en êtes sûr? Vraiment? J'en suis sûr, madame. Vous allez rassurer les gens. Nous avons bien réfléchi quant à ce. Donc, il n'y a pas à être complexé que tel a un poids plus que non. Nous aurons nos péréquations internes. Tout le monde qui viendra, même ceux qui ne sont pas fondateurs, qui viendra dans l'Alliance des mouvements du Congo, trouvera sa place sans complexe parce qu'au fait, nous voulons créer un édifice commun. Et chacun a sa pierre à amener à l'édification, à cette construction-là. Donc, d'ores et déjà, il faut nous libérer
de ce complexe-là, que tel vaut plus que tel autre. C'est ce qui éveille des susceptibilités inutiles. Nous n'avons que faire de cela. Nous avons une ambition, en créant des partis politiques, nous voulons conquérir démocratiquement le pouvoir. Ici, nous voulons mettre nos forces ensemble pour arriver à cette conquête du pouvoir et participer à la gouvernance. Le reste, ça ne va pas nous distraire à l'alliance de mouvements du Congo. Espérons. Prenons la machine à voter. Est-ce que vous avez déjà assisté à cet atelier-là pour voir comment ça fonctionne? Est-ce que vous y croyez, vous, à la viabilité de cette machine? Parce que dernièrement, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, tout s'est dit, tout se fait. Il y a une liste qui a circulé sur Internet, bien que... comment ça s'appelle encore? La CENI a démenti, a dit non, il n'y a rien à voir avec cela, mais nous avons posé de questions aux techniciens, à ceux qui sont férus d'Internet, ils ont dit que non, ces noms-là seront déjà comme collés dans les serveurs de cette machine à voter, donc ils sont déjà presque gagnants d'office. Mais la CENI a essayé de démentir cette information. Est-ce que vous y croyez à la viabilité de cette machine, au bon fonctionnement de cette machine? Ce débat est malencontreusement abordé. Toujours. On s'écarte du nœud du problème. Et c'est quoi le problème? C'est pas la machine en soi. Le problème, c'est que la CENI aujourd'hui ne convainc pas, ne rassure pas. La CENI est sous la dictée de la majorité présidentielle. Vous voyez un vice-président de la CENI, maître des opérations, qui participe à des réunions stratégiques de la MP. Le message est là. Et vous avez toujours vu... Il ne participe pas avec l'opposition. Il ne vient jamais à vos réunions et tout ça. Non, pas du tout. S'il vous plaît, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Aujourd'hui, tout opérateur politique sérieux, c'est que la CENI, la gouvernance de la CENI est en train de faire le jeu de la majorité, particulièrement le jeu du président Joseph Kabila. Donc, il n'y a pas de confiance. L'accord de la Saint-Sylvestre avait recommandé que la CENI soit réformée, de manière à impliquer tout le monde et à rassurer tout le monde. Cela n'est pas fait. Au fait, la machine... On a quand même changé quelqu'un de l'UDPS. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore allons-y. De quel UDPS? Celui qui est rapporteur là-bas. C'est parmi les renégats de l'UDPS et Etienne Tshisekedi qui n'ont pas obtempéré au mot d'ordre d'Etienne Tshisekedi. Et c'est une occasion pour moi pour féliciter et encourager Félix qui venait d'être élu président de l'UDPS. Et il doit se rendre compte qu'il a véritablement de responsabilités pour redorer l'image de l'UDPS et faire vraiment honneur à la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, ne nous parlez pas de l'UDPS dans la CENI et tout. Nous savons comment le renégat se comporte. Ici, c'est question d'ouvrir. Pourquoi il rechigne tant? Pourquoi cette machine pose problème? Madame, pourquoi il rechigne tant à imposer la traçabilité, la transparence dans les opérations? Pourquoi? C'est parce qu'il prémédite. Nous avons vu comment ça fonctionne. Vous savez ce que Norbert Bachengezi venait de faire, qu'on vient de suivre là. Il explique le fonctionnement de cette machine. C'est un marché de dupes. La machine est une machine. Il suffit d'avoir un programme, un algorithme qui dit aujourd'hui que moi je vote pour Madame Kimuntu. Et que dans l'algorithme, on met une puce qui va faire sortir Chérubin Okende au finish. Vous pouvez faire cet exercice. Ça sera, lorsqu'on n'a pas actionné l'algorithme de tricherie, ça sera toujours Kimuntu. Et mais au moment fatidique, ils vont actionner le plan de la tricherie. C'est là que ça ne rassure pas. La machine en soi n'est pas une mauvaise chose, mais l'utilisation dont l'homme va en faire, avec cette inféodation de la CENI à la majorité, il y a préméditation de la tricherie. Donc ce n'est plus une machine à voter, c'est devenu une machine à tricher. Il faut rassurer tout le monde. Pourquoi ils ne veulent pas de la certification de cette machine par des observations ou des experts impartiaux? Mais la CENI était d'accord par rapport à ça, ils ont dit qu'ils pouvaient venir, ces experts internationaux pour... Madame, il y a même certains agents de la CENI, je ne voudrais pas ici les exposer, qui n'y croient pas du tout. Qui n'y croient pas et qui ne maîtrisent pas. Et qu'on écarte dans le secret de cette tricherie-là. Est-ce que vous formez déjà, vous, dans votre plateforme, des témoins? Parce que c'est ça aussi le problème. La majorité dit que nous avons des témoins, nous allons mettre les témoins partout, dans tous les bureaux. Est-ce que vous êtes aussi dans cette formation-là? Pour avoir vraiment des témoins pour suivre et écrire et avoir vraiment les preuves? Parce que nous ne voulons plus de ce qui s'est passé en 2006 ni en 2011. Madame, c'est entre autres les raisons qui ont milité à ce que nous puissions constituer notre plateforme électorale.
comment nous pouvons ratisser large pour avoir une véritable brigade de témoins disséminée à travers la République, partout où nous aurons capacité de pouvoir nous présenter et être là, très vigilants. Et nous nous préparons pour ça, soyez rassurés que nous serons en mesure de le faire. Et notre ambition la plus légitime, c'est de compétir et de gagner les élections. Papier prolongation mandat MONUSCO, la MONUSCO est là. Elle sera encore là cette année. Comme vous le savez, l'Organisation des Nations Unies a prolongé le mandat de la MONUSCO pour une année. Cette fois-ci, l'accent est mis par rapport au processus électoral. La MONUSCO doit encore nous apporter son aide pour les élections cette année. Et l'Union européenne a alloué plus de 60 millions de dollars au pays de la région des Grands Lacs. La résolution 2409 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité ce mardi en application du chapitre 7 de la Charte, a fixé les priorités stratégiques. Ces priorités sont consécutives aux recommandations présentées par le secrétaire général dans son rapport sur l'examen de la mission. Ce nouveau mandat de la MONUSCO d'une année doit être exécuté sur la base d'une priorisation des tâches détaillées dans le texte de la résolution. En matière de protection des civils, par exemple, les priorités sont notamment d'assurer une protection efficace, dynamique et intégrée des civils menacés de violences physiques dans le cadre d'une approche globale, notamment en dissuadant et en empêchant tous les groupes armés et toutes les milices locales de commettre des violences contre la population ou en intervenant pour y mettre fin. La résolution demande au secrétaire général de tenir les conseils informés par écrit tous les 30 jours des progrès réalisés au niveau politique et technique vers la tenue des élections. Antonio Guterres a en outre l'obligation de rédiger un rapport trimestriel sur l'état d'exécution du mandat de la MONUSCO, la mise en œuvre du processus électoral de l'accord du 31 décembre, mais également procéder d'ici à septembre prochain à un examen complet des performances de toutes les unités de la MONUSCO, y compris dans le cadre de la politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des atteintes sexuelles. Le Conseil condamne fermement tous les groupes armés opérant en RDC et exige qu'ils mettent immédiatement fin à toutes les formes de violence. Le Conseil demande par ailleurs que les FARDC et la MONUSCO mènent des opérations conjointes pour les neutraliser. L'Union européenne a décidé d'octroyer plus de 60 millions d'euros à la région de Grand Lac, dont 49,5 millions à la République démocratique du Congo. Le commissaire européen à l'aide humanitaire et de la gestion de crise l'a dit devant quelques journalistes à la fin de sa mission à Kinshasa. Cette enveloppe allouée à la République démocratique du Congo est orientée aux besoins élémentaires de la population touchée par la crise. 7 millions d'euros restants soutiendront le service de vol humanitaire de l'Union européenne. Selon Christophe Stylianidis, un montant supplémentaire de 10,9 millions d'euros sera destiné aux pays voisins, à savoir le Rwanda, la Tanzanie et la République du Congo. Ce pour venir en aide aux réfugiés congolais, ajoute la Commission européenne dans un communiqué. Les besoins humanitaires en République démocratique du Congo sont de plus en plus importants, a souligné le commissaire européen à l'aide humanitaire et de la gestion de crise. Christophe Stylianidis dit par ailleurs avoir persuadé les autorités congolaises de participer à la conférence des donateurs. Il estime que la participation de la République démocratique du Congo à ces assises est importante pour résoudre la crise humanitaire au pays. Chéribin Okenge, 49,5 millions de dollars accordés par l'Union européenne. Cette fois-ci, le gouvernement congolais a accepté cela. C'est ce que je trouve cocasse, madame. Donc, ce souverainisme doit être abandonné si et seulement si nous avons des préoccupations d'arranger un tant soit peu, d'alléger un tant soit peu la misère de notre peuple.
Et cette fois-ci, la MONUSCO, une année encore, pour vous, la MONUSCO s'éternise en République démocratique du Congo ou pas, parce que le gouvernement se bat pour que cette mission puisse s'en aller. Plus de 15 ans, c'est trop. Ou soit qu'on essaie vraiment d'alléger la présence de cette mission, parce que le gouvernement s'est dit on ne voit pas ce que fait réellement la MONUSCO en République démocratique du Congo. Trop par rapport à quoi, je ne sais pas le dire. Mais est-il que s'il y a la MONUSCO, s'il y a la communauté internationale qui se commet à nous assister pour la stabilisation du Congo, c'est que quelque part, il y a la défaillance de nos autorités. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, la main sur le cœur, si on aime la République démocratique du Congo, que l'intégrité de notre territoire est respectée, la paix, les Congolais vivent en paix, pendant que tous les jours, presque, on tue à l'Est? On massacre nos compatriotes. Ce n'est pas croyable. Il faudrait, pour que cela soit intelligible, dans le sens de nos gouvernements aujourd'hui, qu'ils puissent d'abord remplir leur mission régalienne, de donner une véritable paix. Aujourd'hui, le Congo est devenu un foyer de tuerie, de déstabilisation. La population est massacrée et il arrive de fois qu'on tue des Congolais, ça que ça ne meuve les autorités congolaises. Alors, moi je crois, l'adoption de la résolution 2409 est une réponse bien adaptée aux cris d'alarme des Congolais. Rappelez-vous que la CENCO s'est exprimée du haut de la tribune des Nations Unies. Rappelez-vous que le CLC, qui est devenu un relais du Congolais qui souffre pour réclamer la démocratie et l'état de droit, pour réclamer qu'on puisse mettre fin à cette chosification du Congolais, la CENCO, le CLC, le Comité laïque de coordination, avait écrit au secrétaire général des Nations Unies. Nous tous aussi, nous avons contribué par nos messages, par des interactions, pour que la communauté internationale ne soit pas si passive devant la situation dramatique que passe le peuple congolais. Ça risque d'être une non-assistance à peuple attendu. Protection des civils, mais c'est voilà. vrai que donc, la MONUSCO est là, mais la protection des civils, on dit de fois que la MONUSCO est là simplement pour faire des comptes des morts, tout ça. Est-ce que vous sentez-vous vraiment la présence de la MONUSCO, surtout à l'Est? C'est vrai qu'à l'Est, il y a beaucoup... Ça dépend, mais que fait la MONUSCO, ça dépend madame, de la mission qu'on a Quelle est sa mission? C'est d'assister comme ça, de voilà. rien faire? Or, la différence avec la résolution 2409, c'est que cette mission est renforcée. Cette mission est renforcée. S'il y a même de forces ici au Congo qui continuent à tuer les populations, aussi forces loyalistes ou soit-elles, la MONUSCO aura à intervenir. Cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est en vertu de cette disposition. Et en plus, le suivi sera permanent. Le suivi sera permanent. Et c'est d'ailleurs là que nous avons eu le sentiment de soulagement lorsqu'on avait même nommé Leïla, la représentante spéciale, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général chez nous. Parce que nous croyons que les interactions devront être positives de manière à arrêter un peu la violation des droits de l'homme, d'arrêter des massacres qui sévissent sur les populations congolaises et aussi suivre le processus électoral pour que nous ayons des élections totalement inclusives, transparentes et démocratiques. À cette allure, la MONUSCO restera presque éternelle en République démocratique. Non. Faisons une politique fiction. Pour vous, la MONUSCO peut partir quand de ce pays? Quand la MONUSCO est là, ou l'intervention de la communauté internationale dans nos fragilités est un droit du peuple congolais. Nous sommes membres de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas un cadeau que la MONUSCO nous donne ou un cadeau que le gouvernement congolais donnerait à la MONUSCO. C'est un droit du peuple congolais qu'il soit assisté lorsqu'il y a de problèmes. Alors, la MONUSCO peut partir quand? C'est un changement de notre manière de gouvernance. Pourquoi il n'y a pas une mission, comparaison n'étant pas raison, pourquoi il n'y a pas une mission comme ça au Burundi, par exemple? Parce qu'au Burundi aussi, il y a d'énormes problèmes, mais il n'y a pas une mission pléthorique au Burundi. Vous avez raison. Déjà, quand vous dites comparaison n'est pas raison, on ne peut pas, même sur le plan géopolitique, géostratégique, comparer la République démocratique du Congo au Burundi. Pas du tout. Il y a des humains qui meurent, il n'y a pas un mort supérieur à l'autre ou un être humain supérieur à un autre. Un Congolais n'est pas plus supérieur à un Burundais. Non, je ne banalise pas
la vie humaine. La ça, vie je ne est banalise sacrée, pas. Il faut que, oui, elle est sacrée. On peut être du grand ou de petit pays, mais la vie est sacrée pour tous. Mais ici, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs que l'enjeu congolais est beaucoup plus important que l'enjeu burundais, dans la mesure où, je vais paraphraser François Fanon, qui dit, l'enjeu de mine, soyons réalistes, la communauté internationale n'aime pas les Congolais, mais aime le sol congolais. Il faut être réaliste. Même alors, c'est à nous de développer notre leadership et notre vision pour qu'on ne puisse plus exploiter les minéraux du sang en tuant les Congolais. Mais ça partira de quoi? De nos politiques publiques. On doit ouvrir à l'Est, au lieu qu'on vienne tuer les Congolais pour le coltan. Mais mettons des usines pour transformer ce coltan et ça donnera du travail, de salaire aux Congolais et ça améliorera le niveau de vie des Congolais. Il y a moyen de civiliser même certains de nos voisins qui n'ont que la prédation et une furie d'envahissement. Des États voyous, si vous me permettez l'expression. Donc ça dépendra de nous. Et le jour que nous aurons un leadership assumé, qui va stabiliser le Congo, il n'y aura pas de raison que la leadership est assumé. Nous avons suivi le chef de l'État qui a promulgué le code minier, qui cette fois-ci excusez-moi, ce code minier qui sera positif cette fois-ci pour la population congolaise. Le chef de l'État tape du poing sur la table, même si ça sera revu au cas par cas, mais quand même, ce code minier a été promulgué. Vous avez vu le chantage des grandes sociétés minières qui ont quitté la Fédération des entreprises du Congo. Je l'espère. On ne sait pas trop bien avec ça. Je l'espère bien, madame. Vous savez que nous avons une constitution parmi les meilleures constitutions à caractère démocratique du monde. Il n'y a pas beaucoup de différence entre notre constitution et la constitution de la République française, notamment. Bien que en droit, nous parlons quelque part d'un mimétisme positif. Ce n'est pas du tout un péché. Mais c'est l'application de tous ces textes-là chez nous qui pose problème. Dès lors que Joseph Kabila lui-même, garant du respect de la Constitution, n'a pas veillé au respect de cette Constitution, il peut promulguer un code aujourd'hui. Est-ce que c'est pas juste pour embellir, amuser la galerie, faire un peu pression à ces miniers? Parce qu'au fait, c'est l'État congolais qui leur donne la possibilité d'exploiter insidieusement les richesses du Congolais sans que le Congolais puisse en profiter. Alors que ça soit la meilleure, ça va conforter le peuple congolais, même ce qui est produit dans nos contrats miniers, prenez aussi les hydrocarbures et j'en passe. Mais qu'est-ce qui tombe dans l'escarcelle du Congolais pendant que nous avons un budget toujours de misère? On ne sait même pas avoir... En dessous de 10 milliards, toujours. En dessous de 10 milliards. C'est pour cela que, ayant réfléchi à toutes ces questions essentielles du peuple congolais, avec l'ensemble pour le changement, nous avons des ambitions. 100 milliards 100 milliards. Le trouvera où? Madame, c'est ça le problème. Alors c'est cela, 100 milliards. C'est cela le vrai débat que nous, dans l'ensemble pour le changement... vous avez plagié Tchani, hein, vous aussi, non, quand même. Vous savez, Tchani se plaint partout dans le monde. Vous pouvez me donner le temps d'aborder cela? Je vous en prie. D'abord, par rapport aux 100 milliards, nous devons connaître notre pays. Ce n'est pas un rêve. Nous pouvons le faire et dépasser même les 100 milliards. Il suffit d'avoir un véritable programme et engager des politiques publiques pour l'atteinte de ce programme-là. Et lorsque nous commencerons le débat pour expliquer notre vision avec Moïse Katumbi, vous comprendrez que non, nous devons rêver grand, nous ne devons pas être minimalistes comme on nous a toujours habitués. Aux 8 milliards, aux 6 milliards, aux 7 milliards. Mais non, Noël. Nous valons plus que ça. Noël Tchani, madame, il nous fait rire. Moi, je n'aurais pas pensé que... C'est un intellectuel qui se plaint, voilà. c'est son droit. Un intellectuel qui se dit que non, vous avez plagié son travail. Un intellectuel de si haute facture pouvait être si farfelu dans ses prises de position. Qui a plagié quoi? Qu'il appelle un plan Marshall pour le Congo. Bon, en fait, vous savez que dans la psychologie des grands, on transpose ce que l'on est soi-même sur les autres. C'est Tchani qui a plagié George Marshall, qui est secrétaire d'État américain, qui en 1945, le 5 juin 1945, avait présenté le programme pour le redressement européen après la Deuxième Guerre mondiale. Et puisqu'il l'avait présenté avec brio, on a qualifié ce programme-là plan Marshall. Mais il peut lui proposer plan Tchani. Hein? Et en plus, Monsieur Tchani doit avoir aussi la modestie. Il connaît le Congo plus que nous tous qui avons travaillé sur ce programme-là. Il me rappelle, hein, quand je fais son approche, un certain Oscar Kachala, c'est le fait
le fétichisme. Hein, les chiffres. Non, le fétichisme de fonctionnaire international, Banque mondiale. Hein, vous n'êtes pas gentil quand même. S'il vous plaît, mais nous devons remettre nos pieds sur terre. Ce programme-là, le nôtre, nous avons participé pour dire comment on peut créer les emplois, comment on peut payer le salaire décent en respectant les exigences du panier de la ménagère. Nous allons copier ça chez Tchani, qui ne connaît même pas la situation du Congolais au quotidien. Nous connaissons la situation du fonctionnaire, du policier qui trime là sur nos rues, du policier de roulage qui souffre. Nous connaissons la situation de l'enseignant à qui on paye seulement 90 000 francs congolais. Nous avons sensibilisé Moïse Katumbi en lui disant que ayons un programme avec de chiffres, avec de repères, pour que, aussitôt le pouvoir conquis, nous puissions le mettre à l'œuvre pour soulager un tant soit peu la misère de la population. J'ai un message, madame. Peut-être que beaucoup de nos compatriotes voient simplement comme un angélisme Moïse Katumbi, mais finalement, non, nous ne ferons pas de l'angélisme ou le culte de la personnalité. Nous voulons être circonspects dans nos prises de position et dans notre vision. Alors, si vous me permettez juste une parenthèse, Moïse Katumbi nous dit, il n'est pas héritier. Il a commencé à travailler dur de ses propres mains. C'est un self-made man. Voilà. En plus, aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui fonde sa motivation. C'est la misère du peuple congolais. Il ne vient pas comme candidat président de la République pour s'enrichir derrière le dos des Congolais. Il est déjà riche. Hein. Il est déjà riche, il peut rester là, même si il ne travaille plus. Il ne manquera pas d'un jet, il ne manquera pas d'envoyer ses enfants à l'école, à l'hôpital, et ainsi de suite. Mais il nous dit, si vous voulez qu'ensemble nous puissions relever les défis du peuple congolais, venons pour travailler pour ce peuple-là. Avant que Maurice Gigandou me fasse le haut là, la toute dernière question. Vous avez dit que vous ne serez pas derrière un homme, vous ne ferez pas le djel et le prénom, l'expression comme ça. Mais s'il arrivait que Moïse Katumbi ne revenait pas en RDC, parce que c'est une probabilité et très très grande vu encore cette ouverture judiciaire par rapport à sa nationalité, est-ce que vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un d'autre avec les mêmes idées de Moïse Katumbi, qu'il arrive au pouvoir, et bien Moïse Katumbi sera sauvé? Nous sommes cohérents dans notre démarche. Il ne faut pas oublier que là, ce n'est pas de la philanthropie, ok? C'est un combat politique. Et nous sommes constants dans ces combats politiques. Vous tenez à Moïse Katumbi. Jusqu'à preuve du contraire, nous nous battrons pour que ça soit Moïse Katumbi. Et si ce n'est pas lui? S'il vous plaît, nous nous battrons. On ne peut pas démobiliser les troupes quand on est en pleine guerre. Exactement. C'est clair, madame. Et je vous rassure que dans la pertinence de notre combat, parce que Moïse Katumbi ne restera pas apatride. Nous savons que Moïse Katumbi n'est pas en difficulté, en conflit avec la justice. C'est parce que le président sortant ne veut pas de Moïse Katumbi et sa famille politique instrumentalise ce conflit qu'on veut exclure Moïse Katumbi. Je dois vous rassurer que nous sommes en train de nous battre. Et Moïse Katumbi est conscient. Il nous a même dit, avant juin, il sera avec nous. Et vous allez voir que dans cette ville capitale, parce qu'il viendra par Kinshasa, il y aura à peu près 4 à 5 millions de Congolais. On ne va pas l'arrêter, sûr. 4 à 5 millions de Congolais qui vont l'attendre. Alors, ménagez les prisons pour mettre 4 à 5 millions de Congolais en prison avec Moïse Katumbi. Voilà, nous prenons le CESAC, le dédoublement des partis politiques. Le CESAC a tranché, hein, vous avez suivi les différentes positions du CESAC, surtout par rapport à l'UDPS. Vous avez suivi, on a reconnu qu'une seule UDPS, pardon, mesdames et messieurs, et puis l'UDPS, nous y sommes encore. Le Congrès a élu, dirons-nous, plébiscité, plutôt, Félix Tshisekedi, 98,38%, si je ne me trompe pas, les chiffres, nous allons vérifier ensemble, mais il a été largement plébiscité au Congrès. Il est aujourd'hui le digne successeur d'Étienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Aujourd'hui, le patron de l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi. Le CENSA vient de vider la question de dédoublement de partis politiques pour une compétition électorale apaisée en RD Congo. Il s'agit de l'UDPS, M17, ACO, NBP et ADR.
au sujet de l'UDPS, le Conseil national de suivi de l'accord soutient que les statuts de l'UDPS, reconnus par tous les groupes, disposent en leur article 26 qu'en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration du mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Le CENSA constate que des 3 personnes prévues pour constituer le directoire, seul le secrétaire général Jean-Marc Kabound est en fonction, considérant l'impossibilité d'avoir les 2 autres membres prévus pour ce directoire. Le secrétaire général en fonction, seul membre statutaire du directoire présent, peut assumer la fonction du regretté président et exercer les fonctions du dit directoire. Ainsi, l'UDPS dirigé par Jean-Marc Kabound et la continuité de l'UDPS laissée par feu le président Etienne Tshisekedi Omulumba. Le CENSA recommande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de retenir la dénomination UDPS Tshisekedi au groupe Jean-Marc Kabound et de créer les conditions favorables à la réintégration des autres groupes. À défaut de cette réintégration, le CENSA recommande au groupe de Bruno Tshibala, Valentin Moubake et de Corneille Mulumba de créer de nouveaux partis. S'agissant du dédoublement du M17, le CENSA recommande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de réserver la dénomination M17 au groupe Kikokama. Pour le CENSA, les groupes Augustin Kikokama et Célestin Lwangui ont présenté 2 statuts différents quant à leur contenu. Devant les cours et tribunaux, Célestin Lwangui a déjà été condamné pour faux en écriture, usage de faux et imputation dommageable. Pour les partis ACO, NBP et ADR, le CENSA a instruit la commission de poursuivre le travail pour obtenir un consensus politique. Messieurs Félix Tshisekedi. À l'issue d'un vote à main levée, Félix Tshisekedi l'emporte largement sur son challenger, Guy Ebamou, et devient le tout premier président de l'Union pour la démocratie et le progrès social après la mort d'Etienne Tshisekedi. Président de l'UDPS. Tshisekedi. Messieurs Félix Tshisekedi. Président de l'UDPS. Félix-Antoine Tshisekedi est l'unique candidat qui met en évidence les qualités d'un candidat présidentiel aux élections de décembre 2018. Voilà qui a motivé les 2 autres candidats, David Moukeba et Paul Tshilumbu, à se désister. Bien avant son élection, l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS avait déclaré qu'il s'inscrit dans la continuité du combat mené par l'opposant historique. Mon programme sera axé à 3 niveaux. Le premier, c'est l'unité. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à l'unité de mon parti. Le second volet, ce sera l'organisation. On va organiser le parti et je mettrai l'accent sur la formation des cadres, des jeunes et des femmes. Le troisième, ce sera la conquête du pouvoir. L'UDPS a passé 36 ans maintenant de son existence dans l'opposition. Je crois que nous sommes suffisamment aptes à prendre le pouvoir aux élections qui auront lieu cette année. Notons que les durs attendent le tout nouveau président de l'UDPS, la redynamisation du parti sur l'ensemble du territoire et la sensibilisation pour la conquête du pouvoir à tous les niveaux au moyen des élections. Chéribe Okende, votre lecture de ce congrès, parce que nous avons assisté à leur débat contradictoire.
Pour vous, est-ce que vous allez le faire aussi, parce que c'est le souhait de tous journalistes aujourd'hui en République démocratique du Congo, des débats d'idées, parce que vous avez dit, ne voulez plus être derrière les personnes, mais derrière les idées, faisable aussi au sein de votre plateforme, des débats contradictoires comme ça. Vous le ferez ou vous les programmez? Déjà, c'est une culture qui est de mise dans notre parti, le Front républicain des centristes. Il arrive de fois que, enfin, là, nous n'avons pas le président fondateur, que Cherubin Okin décide de tout. Il arrive de fois, même dans des réunions du comité politique, que le président ne préside pas. D'autres membres, un jeune ne peut présider nos réunions, et nous trouvons toujours des aménagements pour que nous puissions parler de la même voix. J'espère fortement, et nous sommes en train de travailler pour cela, dans notre plateforme politique, qu'il n'y ait pas ces guéguerres inutiles, pour que nous puissions plus privilégier les objectifs qui font en sorte que nous nous mettions ensemble. Et je pense que nous n'allons pas vivre la triste réalité de séparation, de noyautage inutile. Ici, c'est une occasion, une opportunité que vous m'offrez, madame, de pouvoir féliciter Félix Tshisekedi. L'UDPS a connu beaucoup de vents, beaucoup de vagues. Si ce n'était pas un grand parti, l'UDPS aurait déjà disparu. Vous savez que l'UDPS aujourd'hui, et cela ne doit complexer personne, même moi qui n'ai jamais signé une adhésion à l'UDPS, mais l'UDPS est une pépinière. On voit les acteurs politiques aujourd'hui, pour la plupart, sont des transfuges de l'UDPS. Alors la mission de Félix Tshisekedi est très délicate. D'abord, il porte un nom. Il doit se mettre au diapason d'honorer ce nom-là et au plus améliorer ce que Étienne n'aurait pas fait. Ça se fera du bien à la mémoire d'Étienne Tshisekedi. En plus, vous savez, il n'est pas le seul fils Tshisekedi. Ils sont nombreux, mais lui a eu l'avantage de faire la politique, de se battre aussi politiquement. Voilà pourquoi je vais lui recommander de rester toujours altier, de ne pas faire comme d'autres héritiers de noms, que je ne citerai pas, qui n'ont pas fait œuvre utile pour perpétuer l'œuvre de leur père. Donc, ce n'est pas un obstacle du tout, un frein, que d'être né Tshisekedi et faire de la politique. Félix, nous gagnons le temps, malheureusement c'est la télé. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, le mariage est toujours là? Madame, toujours lié? Madame, j'ai eu l'opportunité de poser directement cette question-là à Moïse Katumbi. Il a appelé Félix Tshisekedi son frère. Il dit qu'il n'y a aucune zone d'ombre dans leur relation. Et d'ailleurs, je lui demanderai, maintenant que nous créons ensemble pour le changement, quels sont, parce que je n'ai jamais été membre du rassemblement, mais quel sera le rapport avec le rassemblement? Il dit non, le rassemblement est une plateforme politique. Mais compte tenu des contraintes électorales, c'est libre à nous de créer une plateforme électorale avec Félix Tshisekedi, où ils se disent tout, honnêtement et de manière ouverte. Bon, si au finish, il y a à rapprocher, à conjuguer les efforts, ça ne fera que le bonheur de la démocratie. Des primaires dans l'opposition pour un seul candidat pour je pense que Moïse Katumbi était parmi les premiers à parler de ses primaires. Parler de ses primaires. Ça peut être une bonne chose, un bel exercice de démocratie. Vous voyez, ce que l'UDPS vient de faire est fondamental dans l'apprentissage de la démocratie. Démocratiquement, ils n'ont pas imposé et ils ont utilisé des créneaux démocratiques pour avoir un successeur à Etienne Tshisekedi. C'est le bonheur dans tout ça, c'est que tous les autres qui ont été instrumentalisés, bon, s'ils n'ont pas la voie de la sagesse pour faire amende honorable et revenir dans leur parti, ou créer leur propre parti, ça sera le ridicule. Donc, je pense que ça peut être un créneau qui, au finish, pourra faire en sorte que si les gens partagent la même vision, l'avantage ensemble pour le changement, c'est que nous avons maintenant un projet de société, un programme de gouvernement. Lorsque nous aurons à échanger avec nos compatriotes qui voient la chose comme nous, qui se battent pour l'alternance démocratique au sommet de l'État, bon, on verra aussi, on va apprécier leur projet de société. Voilà, nous allons terminer par quand même une note triste, mesdames et messieurs, c'est la disparition d'un baobab de la République du Zaïre à l'époque, aujourd'hui République démocratique du Congo. André Boboliko s'en est allé, il est allé rejoindre son créateur. Nous allons retracer son portrait ici à Congo Web Télévision et nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique.
Ancien Premier ministre pendant la Deuxième République, André Boboliko Lokonga est mort à l'âge de 84 ans après avoir lutté pendant plusieurs années contre la maladie. Pionnier de l'indépendance et fondateur du Parti démocrate et social-chrétien, Boboliko Lokonga fut un baobab de la vie politique congolaise. Il a assumé plusieurs fonctions tant au gouvernement qu'au Parlement. Il a été président de l'Union nationale des travailleurs du Congo et président de l'Assemblée nationale. Après le 24 avril 1990, André Boboliko a basculé dans l'opposition après l'autorisation du multipartisme. De 1992 à 1997, il fut vice-président du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Il sera élu sénateur en 2006, mais suite à des problèmes de maladie, il se rendra en Belgique depuis plusieurs mois où il vient de rendre l'âme. Que son âme repose en paix. Ces travaux sur la Convention internationale des droits des personnes vivant avec handicap sont axés spécialement sur les dispositions relatives aux droits des femmes et filles handicapées. Les mois de mars étant dédiés à la femme, Irène Sambo, coordinatrice du CAJ 1325, déplore le fait que les droits des femmes handicapées vivant dans les milieux ruraux soient bafoués. Nous avons pensé que les femmes handicapées font aussi partie de ces catégories, de toutes ces catégories de femmes. Il y a des femmes handicapées, il y a les jeunes filles handicapées qui font le maraîchage. Il y en a qui sont dans l'agriculture, mais dont les droits sont bafoués. Voilà pourquoi nous avons choisi de pouvoir parler de la Convention sur le droit des personnes handicapées en mettant l'accent particulier sur les dispositions relatives aux droits des femmes et filles handicapées pendant ces mois. Parce que c'est ces mois ici où on met à la une les questions des femmes et il ne faut pas qu'on oublie la femme et la fille handicapée. La Convention internationale sur les droits des personnes handicapées a été ratifiée par la RDC depuis 2015. Mais jusque-là, aucun rapport sur la situation des PVH n'a été déposé aux Nations Unies par le gouvernement congolais. Irène Sambo souhaite éveiller la conscience des décideurs sur cette question. Et ça fait maintenant plus de 2 ans, nous sommes en train d'aller vers la 3e année et la République est en difficulté de traduire en acte les dispositions de cette convention dans les politiques et programmes du gouvernement. Donc ce que nous attendons, nous voulons que la mise en œuvre de la convention devienne une effectivité. Pour traduire en acte les dispositions relatives aux droits de la femme et de la fille handicapée, la société civile, avec les soutiens des OCISA, compte déposer d'ici 2019 aux Nations Unies un rapport sur la situation critique des personnes vivant avec handicap en RDC. Nous sommes en train d'atterrir, cher Hubert Okende, un mot par rapport à André Boboliko pour cette jeunesse peut-être qui ne l'a pas connu. Est-ce que vous avez gardé un souvenir de lui? Qui était-il pour vous? Et nous allons nous séparer. Je suis ému, madame. J'ai connu papa André Boboliko, qui a eu à m'encadrer comme syndicaliste. Il me prodiguait beaucoup de conseils. Et aussi comme un doyen de notre paroisse Saint-Luc. J'ai fréquenté la même paroisse avec lui. La messe du matin, il était là et il m'encourageait. Il disait que, cher Hubin, à ton âge, suivre la voie de la foi en Jésus-Christ, pendant que tu pratiques aussi de la politique, c'est une grande vertu. Il faut y demeurer. C'est pas incompatible, politique, religion? Non, dans notre doctrine sociale de l'Église catholique, d'ailleurs, nous devons être le sel du monde. Nous devons être la lumière du monde. On nous appelle à faire la politique, mais en respectant une certaine éthique. Parce que la politique sans éthique, c'est la ruine de la société. Pas comme fait. Je vous interromps et j'aime bien parce que j'ai l'intelligence avec moi. Ce que fait aujourd'hui le président burundais, c'est ça, mettre Dieu au devant de tout, au centre de tout. Parce qu'aujourd'hui, au Burundi, c'est extrêmement théocratique. Moi, je me permets l'expression. Aujourd'hui, c'est la République théocratique du Burundi. Ben écoutez, déjà, il y a la déclaration de la laïcité de l'État. Cela n'est pas la négation que les gens puissent pratiquer leur foi. Alors, il faut savoir ce que l'on cherche. Est-ce que nous devons avoir encore une philosophie, une conception théocratique du pouvoir? Et si c'est cela le cas au Burundi, Pierre Nkurunziza est en train de se tromper.
il est en train de s'intromper. Aujourd'hui, ce qui avance l'humanité, c'est la conception démocratique du pouvoir. On ne doit plus avoir d'hommes providentiels, non. J'ai même oublié son surnom, je ne sais pas comment on l'a surnommé, éclairé ou quelque chose comme ça. Franchement, je peux être intéressé par Madiba, Nelson Mandela, mais pas par des personnages comme Pierre Nkurunziza. Non, pas du tout. Donc, voilà. Dommage, mais c'est parmi les dernières questions. Pourquoi nos grands n'écrivent pas leur mémoire? Parce qu'aujourd'hui, André Boboliko s'en est allé. Mais c'est peut-être, on va me dire que c'est une question de culture, mais en France, on a les mémoires des grands aujourd'hui. Ils ont écrit, ils ont laissé quand même un héritage. Pourquoi on n'a pas cette culture d'écrire et de laisser quand même aux générations futures ce qui s'est passé? Pourquoi ce manquement-là pour nos grands? Madame, j'aspire à être grand aussi. Je ne vais pas me targuer d'être dit grand aujourd'hui, mais est-il que Chérubin Okende a déjà commencé à écrire? Donc je suis en mon 3e ouvrage. Votre biographie ou ce qui s'est passé quand vous... Mon expérience. Votre expérience personnelle. Partager l'expérience, notamment l'expérience politique. Lorsque j'écris un livre sur le leadership et le jeu politique en République démocratique du Congo, tout en suggérant une révolution substantielle de ce leadership-là, je pense qu'il faut me lire. Il faut me lire pour en tirer. Et je vais continuer. Et j'exhorte notre classe politique, pas simplement les politiques, quiconque a de l'expérience, il faut partager avec les autres, ce qui pourra nous permettre de nous améliorer nous-mêmes et aussi de préparer des générations à venir. Je suis en train de suggérer à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, à qui j'ai parlé d'un projet de livre, c'est Jean-Jean Samba, pour écrire un livre pour Simaro Lutumba. Exactement. Il faut approcher 80 ans aussi, un grand baobab. Il est encore vivant. Il faut approcher Simaro. Il a incarné beaucoup de valeurs qu'il faut cristalliser, il faut écrire. Or, aujourd'hui, même vous, madame, vous pouvez vous le proposer, vous êtes très bien formé. Donc, être là, échanger dans une interview et on reconstruit. Oui, on permettra de produire un ouvrage, notamment pour Simaro Lutumba. Et pour les générations futures. Donc merci, chers téléspectateurs, excusez-moi, téléspectatrices, pour votre fidélité. Voilà, nous sommes à la fin. Merci à Chérubin Okende d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Il est vice-président de l'Alliance des mouvements du Congo. Il est président du Front social des indépendants républicains et membre de l'ensemble pour le changement. Et nous espérons ce changement d'ici 2019. Merci à Maurice Gigando à la régie finale et à Gilles Chibambe et à Rassis pour le côté technique. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.